Dans le cadre de cette 15e édition du Festif de Baie-Saint-Paul, l'équipe de TVCO a rencontré Mme Jessica Crossant, professeure de sociologie au Centre d'études collégiales de la Malbaie, afin de discuter d'une étude qu'elle a réalisée sur l'événement devenu un incontournable en Charlevoix durant l'été. Jessica, tu es sociologue de formation. Oui. Donc, mémoire de sociologie qui a débuté quand? C'est quand tu as germé l'idée et quand ça a commencé? Je pense que c'est plus vers 2019-2020. Tu étais déjà enseignante en sociologie? Oui, j'enseignais au Cégep de la Malbaie. Plusieurs années la sociologie déjà. En fait, je cherche, parce que j'ai eu une libération pour terminer ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise. Et là, je cherchais mon sujet, puis là, j'ai une amie qui est sociologue qui commence à me poser des questions, puis elle me dit, tu sais, bien, de un, moi, je le savais que je voulais travailler sur l'impact de l'art. Tu sais, je pense que l'art en général, puis mes intérêts en sociologie, c'est beaucoup la sociologie de l'art, comment ça peut nous transformer comme individus. Une amie m'a demandé, bien, y a-t-il un événement ici, tu sais, quelque chose dans ta région? Là, je disais, bien là, c'est sûr, c'est le festif, c'est sûr. Tu sais. Pour moi, ça m'est apparu comme une espèce de... J'en ai eu des frissons, là. J'ai fait, OK, c'est ça que je vais étudier, je vais m'intéresser à cet événement-là. Quand on est chercheur, on cherche aussi à avoir l'originalité, quelque chose qui n'a pas été fait avant. Oui. Et c'était un peu le cas avec ton étude sur le festif. Oui, en fait, jusqu'à maintenant, c'est le seul mémoire, à ma connaissance, qui a été écrit sur le festif, alors que, tu sais, c'est un événement qui vaut la peine d'être étudié, à mon avis. Mais c'est sûr que pour écrire mon mémoire, j'ai d'abord fait une revue de littérature. Donc, je me suis intéressée à toute la littérature qui s'est écrite sur les festivals, l'aspect économique, culturel. Puis suite à cette revue de littérature-là, je trouvais qu'il y avait un trou un peu au niveau de l'expérience culturelle et artistique qu'on pouvait vivre à travers le festival. Puis c'est pour ça que j'ai ancré mon mémoire dans cette direction-là, de m'intéresser au festival, au festif, surtout comme objet relationnel. Donc là, 2020, l'idée du mémoire démarre. Oui. Tu t'intéresses au festif. Après ça, tu dois déterminer des concepts, des Oui. auteurs marquants qui vont s'ancrer au fondement de ton mémoire. Oui. Arrive le concept de résonance à travers tout ça. Oui, oui. Est-ce que c'était vers ça que tu te dirigeais au départ, la résonance? En fait, j'ai suivi un séminaire de maîtrise à l'Université Laval, parce que quand on fait une maîtrise, on fait des séminaires. Puis dans ce séminaire-là, il y a un collègue de classe, à un moment donné, je parle de mon idée, mon sujet, qu'est-ce qui m'intéresse, puis il me dit « Va lire Rosa, c'est sûr que ça va t'intéresser. » Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand. Il a d'abord écrit un livre qui s'appelle Aliénation et accélération. Puis on ne peut pas parler du terme de résonance sans parler de son premier ouvrage parce que c'est vraiment une continuité. Dans ce premier ouvrage-là, il parle de l'accélération sociale dans notre société. Le fait que de plus en plus, depuis la modernité tardive, depuis les années 80, la société s'accélère. Tout va plus vite, t'sais. Au niveau du numérique, au niveau, même dans l'espace de notre vie. Si avant, on avait un partenaire toute la vie, maintenant, dans notre vie, on a plusieurs partenaires. Si on avait des métiers qui se perpétuaient de père en fils, de mère en fille, bien là, aujourd'hui, dans une seule vie, on peut faire plusieurs métiers. Donc, il va étudier l'accélération sociale, puis il explique comment cette accélération sociale-là en vient aussi à créer des formes d'aliénation. L'aliénation, c'est être coupé dans notre rapport au monde, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres. Entre autres, il va expliquer comment le numérique aussi fait ça. Oui. Admettons, on peut passer des heures sur Internet à naviguer, puis perdre notre temps. Puis, est-ce qu'on va se rappeler de ça? Non. T'sais, ça passe de même, puis ça va pas avoir une place importante dans nos souvenirs. Donc, il dit que même dans notre rapport aux souvenirs est en train d'être transformé. Ça va moins en profondeur, ça nous marque moins. Oui, ça nous marque moins. Puis ça, c'est une forme d'aliénation, selon lui. T'sais, il parle de notre aliénation au territoire. D'être ancré dans le territoire. De plus en plus, il y a des gens qui peuvent être déconnectés. Les gens s'ancrent moins, oui, apprennent moins à connaître les gens qui y vivent, les institutions qui y sont implantées. Et là arrive après ça la résonance à travers ça. Oui, il faudrait que j'y vienne, hein, c'est ça. En fait, Rosa, après ça, il va
écrire « Résonance, une sociologie de la relation au monde ». Puis il va dire, c'est quoi la solution à l'aliénation? Il dit, c'est pas la décélération, on peut pas décélérer, on peut pas diminuer la vitesse du temps en ce moment, mais il faut raisonner, il faut qu'on trouve la résonance, donc retrouver l'espèce de corde qui vibre entre nous et le monde. Puis, tu sais, il fait vraiment, il prend la vraie image, tu sais, des diapasons, qui est une vraie réponse physique, en fait. Si tu prends 2 diapasons, puis que tu en fais résonner un, bien, l'autre diapason va résonner, mais à sa propre tonalité. Ils vont résonner un envers l'autre, donc un avec l'autre, ils vont s'inter-influencer. Fait qu'il dit que c'est ça, dans le fond. La résonance, c'est notre capacité de rentrer en relation avec le monde, d'être touché par le monde et de le toucher à notre tour, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se crée. Puis il dit, ces rapports de résonance, on peut les voir aussi, les constater de plein de manières. Par exemple, tu sais, moi, quand je parle de quelque chose puis j'ai des frissons, bien, c'est que je résonne avec quelque chose, tu sais. Même, puis là, on va en venir avec le festif parce que c'est un peu à ça que je me suis intéressée. Concept très large. Et oui. Toi, tu en as fait une étude de cas localisée, bien ancrée dans le territoire. Là. Oui, exactement. Donc, je voulais savoir, est-ce que le festival résonne pour les festivaliers locaux, puis de quelle manière? Est-ce que cette expérience-là change leur rapport au territoire, à leur communauté, à leur ville, puis aussi aux souvenirs? Tu sais, là, j'ai analysé aussi le rapport aux souvenirs, le rapport au temps qui passe, le rapport à leur identité. Et puis là, t'en es arrivé un peu en faisant tes entrevues, après ça, en procédant à l'analyse des entrevues. Oui. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'il y a une espèce d'espace-temps qui est créé durant le festif de Baie-Saint-Paul. Oui. C'est comme une pause sur le monde qui bourdonne autour de nous, qui va très vite, dans une société qui nous demande d'être de plus en plus productive. Oui. Durant un espace-temps de 4 jours, ancré au centre-ville de Baie-Saint-Paul et au contour de la ville aussi, il y a quelque chose qui se met sur pause. Il y a quelque chose qui se met sur pause, mais il y a aussi une expérience vibrante qui se vit, une expérience qui est communautaire, parce que les gens se reconnaissent, ils savent, ils se voient. Il y a des moments aussi spéciaux que les gens vont vivre puis qui vont influencer leur rapport à leur milieu. Oui. Puis moi, j'ai beaucoup de festivaliers que j'ai interrogés qui me disaient hey, « Moi, ce moment-là, en dessous du pont, ou ce moment-là sur le quai, ce moment-là que j'ai vécu à chaque fois que je passe là maintenant, ou dans la cour de telle personne, maintenant, à chaque fois que je passe là, je pense à ça. » Les festivaliers, je ne m'attendais pas à ça. Plus que la moitié de mes répondants sont bénévoles ou festifs. Le sont ou l'ont été de différentes manières, de plein de manières différentes. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, puis j'ai poussé cette question-là parce que je me suis rendu compte que c'est parce que ça résonne pour les festivaliers qui veulent s'impliquer et que c'est grâce à cette implication-là que le festif est ce qu'il est. Donc, j'ai appelé ça une spirale de la résonance. Une codépendance qui se crée. Oui. Puis c'est une relation, finalement. C'est une relation qui s'est construite à travers les années, qui n'a pas été facile au départ. Hein. On sait que ça n'a pas été toujours jojo, mais l'organisation du festif a toujours travaillé très fort pour être là pour la communauté, pour réfléchir à comment garder ces liens-là positifs. Tu sais, je vais donner un exemple. On s'est rendu compte à un certain moment que les billets partaient très vite, hein, parce que là, ça a grandi le festif rapidement, puis que même les personnes locales n'arrivaient pas à avoir des billets. Fait que là, ça a vraiment créé une certaine frustration dans la population. Mais la réponse du festif, ça a été quoi? Ça a été « Hey, on va faire une pré-vente locale pour les gens d'ici. 50% des billets, c'est pour la communauté. » Donc ça, c'était un geste très fort pour démontrer « Vous êtes important, on a besoin de vous, on est là pour vous aussi. » Puis ça a participé. Hein? Puis il y a plusieurs gestes comme ça qui ont été posés pour conserver cette relation-là. En fait, une des conclusions de mon mémoire de maîtrise, c'est que j'explique que c'est
en fait, cette relation-là est essentielle pour la survie d'un festival. Il y a eu un festival dans Charlevoix avant. Dans les années 80. Oui. Puis là, j'ai un blanc du nom de ce festival. Les fêtes... Oui, c'est les fêtes... Non, c'est les fêtes forêt. Quelque chose qui ressemblait dans ce sens. Bien, ce festival-là est mort au moment où la population a commencé à partir dans la communauté parce que... Puis ça, je l'ai trouvé dans un autre mémoire de maîtrise que j'ai lu. J'ai lu mon différent mémoire, puis c'est un des 4 facteurs vraiment importants pour la réussite d'un festival, là, de cette relation-là est vraiment importante. Puis le jour où les gens de la communauté ne seront plus dedans, je pense pas que ça pourrait fonctionner. Ma première partie, je m'intéresse à la résonance. Je décris tout ça, comment chez les festivaliers ça résonne. Et la deuxième partie de mon mémoire, je suis allée complètement avec un autre auteur qui n'est même pas de la même école de pensée. C'est Howard Baker, qui est un sociologue américain, qui il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les mondes de l'art ». Puis là, lui, il se dit, moi, je mets l'art sur le plancher des vaches. Puis je vais vous dire comment ça fonctionne, le monde de l'art. Au-delà de toute la mythologie, c'est l'artiste qui crée comme ça des œuvres, mais comment ça se passe pour vrai? C'est quoi les réseaux de distribution? C'est quoi le monde des conventions? C'est quoi? Etc. Puis là, moi, j'ai utilisé 2 principaux concepts qu'il va expliquer dans les mondes de l'art, dont le monde des conventions, la question des conventions. Donc, en art, admettons, on va prendre une œuvre musicale. C'est sûr que pour faire une œuvre musicale, une chanson, il faut... on n'a pas le choix d'utiliser certaines conventions, des tonalités, des rythmes. Il y a une tradition qui se crée à travers ça, mais c'est comme, comment on pourrait dire ça, une convention, des règles informelles à respecter un peu. Là. Mais si tu fais trop des règles, si tu es trop dans les conventions, ça donne la musique d'ascenseur. Ça donne la musique qui ne va pas venir nous troubler trop. Il n'y a pas d'originalité. C'est ça. Puis si tu vas trop à l'extérieur des conventions, là, tu fais une musique comme qui n'a pas de rythme, qui n'a pas des sons n'importe quoi aléatoires, bien, ça ne sera pas intéressant non plus. Fait que dans le fond, l'art, c'est d'être dans les conventions, mais d'en sortir. Trouver l'espèce de lieu où on va déconstruire les conventions juste assez, mais pas trop. Et moi, dans le fond, c'est un des éléments que j'ai analysé dans le festif. Là, le festif possède ce grand... comment je pourrais dire unicité. Ça? Cette unicité de déconstruire les conventions d'une manière fort intéressante, ce qui crée la résonance, en fait. T'sais, dans le fond, c'est un peu ça. J'essaie de... OK, la résonance, ça a l'air un peu magique, mais qu'est-ce qu'ils font, le festif, pour vrai, pour que ça marche de même? Fait que là, j'analyse ça. T'sais, entre autres, les scènes qui sont un peu partout dans la ville, qui sont en des... Puis même l'aspect de surprise, tu sais, des spectacles, des shows surprises. Des imprévisibles. Des imprévisibles. Cet aspect-là crée chez les festivaliers une espèce d'excitation du renouveau de où est-ce que ça va être, puis on le sait pas. Tu sais, c'est comme une surprise. Le fait qu'il y ait plusieurs scènes dans la ville aussi, ça contribue. Puis, tu sais, quand on parle d'une scène qui était dans la rivière, on parle-tu d'une déconstruction des conventions scéniques? Tout à fait, tu sais. Puis en ça, je pense que, puis je l'ai affirmé dans mon mémoire, le festif, c'est une œuvre d'art, en fait. Tu sais, un festival peut être comme une œuvre d'art, en fait. Collective. Collective. Un autre élément que Howard Baker va dire dans les mondes de l'art, c'est que toute œuvre n'est pas seulement le fruit de l'artiste. T'sais. Toute œuvre est le fruit d'un ensemble de participation. T'sais. Là, j'ai utilisé cette idée-là pour analyser le festif en réalisant que le festif, c'est une œuvre collaborative, c'est une chaîne de coopération. Puis même, tu sais, le bénévole qui ramasse les poubelles, il fait partie de ça aussi, tout autant que la personne qui est sur scène. Puis c'est essentiel, la place de la communauté dans cette œuvre collective-là qui est le festif. Puis si on veut qu'il y ait de la résonance, bien, c'est grâce à toute cette œuvre-là puis ce rapport communautaire-là que ça se crée. J'ai aussi lu sur un mémoire sur un festival en France dans lequel ça se passait dans une ruralité. Et ce qui a tué le festival, au final,
c'est cette espèce de scission qui s'est faite entre le festival et la communauté qui ne voulait plus les avoir. Puis c'est sûr que moi, j'ai terminé une des dernières parties de mon mémoire en parlant des menaces à la résonance. Oui. Parce que il y a nécessairement... Est-ce que on peut se questionner, le festif, va-tu continuer? Y a-t-il quelque chose qui va l'arrêter à un moment donné? Qu'est-ce qui pourrait détruire ou avoir un impact sur ce festival-là qui fonctionne très bien, qui réussit très bien en ce moment, qui est un des pionniers dans plein d'éléments au Québec? Mais un des éléments clés, c'est le fait que il y a une montée en popularité tellement importante du festif, puis on l'a vu à travers les années. Ça a commencé, c'était tout petit. L'année passée, il y avait énormément de monde. Donc, il y a ce danger-là de à quel moment est-ce qu'on tombe du mauvais côté, où il se met à avoir du grabuge, où il y a des festivaliers qui sont irrespectueux, où ça vient à déranger la communauté. Puis c'est sûr que ça, c'est un élément avec lequel le festif doit toujours jongler, cette montée en popularité-là. J'ai évalué aussi c'est quoi les valeurs du festif. J'ai ressorti dans les entrevues quelles valeurs est-ce qu'on me nomme comme étant importantes, entre autres pour les membres d'organisation. Puis là-dedans, il y a l'accessibilité. Puis le fait qu'on veut que le festif, on veut qu'il soit accessible, même si les gens n'ont pas d'argent, on veut qu'ils puissent venir. Oui. Donc, 45 % de la programmation est gratuite. Oui. Comment qu'on jongle avec ça? Une programmation gratuite avec une hausse en popularité, avec des gens qui viennent puis qui pourraient ne pas avoir de billets. Parce que ça, c'est un des éléments. Puis, tu sais, ça, c'est une des grandes difficultés parce que je pense que cette valeur-là est tellement essentielle pour eux et elles qu'ils ne veulent pas l'enlever. Mais c'est un danger aussi qu'à un moment donné, bien là... Un autre des dangers, je te dirais, que j'ai ressorti dans les menaces à la résonance, c'est le phénomène de professionnalisation. Oui. Parce qu'on est parti avec des jeunes, sans trop d'expérience, qui partent un festival un peu sur la go comme ça, avec des idées de grandeur, des belles idées de grandeur. Et beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Éventuellement, avec la montée en popularité, le fait que ça a grossi, ils n'ont pas eu le choix de se professionnaliser. Donc, les valeurs de départ qui étaient là, tu sais, l'accessibilité, le fait d'être en lien avec la communauté, toutes l'égalité, il y a beaucoup de valeurs qui ont été promulguées. Puis ça pourrait aussi être un danger. Hein? Tu sais, il y a des gens, d'ailleurs, qui rentrent dans l'organisation. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut transformer de devoir gérer, tu sais, des budgets qui sont énormes aussi de plus en plus? De devoir accepter des commanditaires qui ne sont plus les commanditaires locaux. Est-ce qu'il y a une compétition là-dedans? Tout ça, c'est des enjeux aussi qui peuvent se présenter. Oui. Puis qui se sont déjà présentés, là. Tu sais, ce monde dans lequel on vit, on peut dire le capitalisme qui est de plus en plus... qui a une primauté, puis le capital qui veut rentrer dans toutes nos vies. Je trouve qu'en général, le festif, il ne permet pas tant que ça à tous ces éléments-là de rentrer, à mon avis en tout cas. Puis tu sais, la perspective en développement durable qui ont amené change même les autres festivals. Ça, c'est assez impressionnant. Hein? Tu sais, les éco-cop, là, ils ont été des pionniers là-dedans. Oui, absolument. Tu sais, le fait d'avoir des espaces aussi de réconfort où on a des intervenants. Tu sais, il y a, même en termes d'équité hommes-femmes, tu sais, leur programmation est 50-50 hommes-femmes musicalement. Puis ça, là, il n'y en a pas au Québec. Puis c'est un enjeu qui est très, très présent en ce moment parce que le monde musical, c'est pas 50-50 hommes-femmes. Là. Ouais. On s'entend que tu vas dans des festivals, là, moi, ça me dégoûte encore là, de voir des festivals où les 5 shows, c'est juste des groupes d'hommes. On est rendu ailleurs, on devrait y penser, mais le festif, ils ont été encore une fois pionniers à ce niveau-là. T'sais. Puis je pense que des fois, même, ils font des choix qui sont plus écologiques, qui sont plus... qui vont pas être gagnants au niveau financier, mais ils les font quand même
pour des raisons de valeur. Les valeurs vont avoir une primauté sur le capital. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir, Mathieu. Puis on se souhaite encore 15 autres belles années de festifs. Oui, je le souhaite vraiment parce que c'est de si beaux moments.